Hey, bonjour! Je m'appelle Nadine Fortin et je suis votre coach sur moncoach.tv. Bonjour chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à cet épisode du podcast Leader Résilient où j'accueille aujourd'hui Martine Beaulieu. Martine, merci d'être avec nous. Merci Nadine de cette invitation, pour cette belle invitation. Martine, tu es une coach en leadership. Tu animes des ciels, des cercles innovateurs en leadership, c'est ça? Cercle d'innovation et d'excellence en leadership. Un parcours transformationnel, oui. Un parcours transformationnel, super. Autre chose que tu aimerais exprimer, qui tu es, s'il te plaît? En fait, qui je suis une femme qui aime beaucoup créer, qui aime imaginer et voir le monde autrement, différemment, à tous les jours. Merci beaucoup, Martine. Justement, aujourd'hui, on parle de résilience. Et quand on te voit aller, Martine, tout est beau, tout est fort, tout est ensoleillé, lumineux. Mais ça vient de quelque chose, ça vient des expériences que toi, tu as vécues. Qu'est-ce que c'est la résilience pour toi et d'où ça vient? Ouais, un sujet que j'ai beaucoup exploré personnellement, de par effectivement les aventures, les expériences vécues. Et si je retourne bien des années derrière, où j'ai commencé moi-même à m'intéresser au sujet, moi-même à me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, cette résilience-là? Et Boris Cyrulnik, je pense, c'est un de ceux qui m'a ouvert à ce que ça pouvait être quand j'ai commencé à explorer. Cette capacité de rebondir malgré les épreuves, d'aller trouver son ressort à l'intérieur de soi, son rebond, son ressort, pour faire en sorte qu'on prenne pied sur notre vie, parce que finalement, la résilience, voyons, il y a quelque chose qui est donc bien tough, c'est donc bien dur ce qui se passe là, puis c'est donc bien difficile. Et de comprendre bien des années plus tard qu'il y a quelque chose qui se passe sur le plan affectif, qui est pas solidifié, qui est pas renforcé, ou qui est latent, puis qui fait que quand tu trouves ce rebond sur le plan affectif avec une personne ou un contact, quelque chose que tu peux créer avec une personne signifiante, on dirait que ça aide à faire un pas vers l'avant. Donc, la résilience, c'est faire des pas vers l'avant, c'est avancer malgré l'adversité, malgré les épreuves. C'est ce que j'avais découvert dans le temps, jadis. Est-ce qu'il y a des expériences que tu veux partager avec nous qui expliquent comment les décisions que tu as prises d'être résiliente et comment tu le vis, comment tu la vis, cette résilience-là? Je suis pas sûre que j'ai toujours pris les décisions consciemment à l'effet que je prends cette décision-là parce que je suis résiliente aujourd'hui. Oh my God, non, non, non. Je pense qu'inconsciemment, la plus grande des décisions que j'ai prises un jour, c'était de quitter le foyer familial à l'âge de 16 ans. Moi, c'était le tremplin. Je n'avais pas le choix pour des études, cependant, là. Mais 17 ans déjà, je vivais dans mon appartement à Québec. J'avais quitté la campagne. Et je pense que ça, je ne savais pas c'était quoi la résilience, mais il fallait que je sorte d'un contexte qui était pour moi pas le contexte favorable, l'environnement favorable à mon épanouissement. Ça, c'est probablement très inconscient. Les années après, qu'est-ce qui est arrivé? Plein de choses. Plein de choses, mais j'essaie de me dire, c'est quand que je me suis dit, c'est ça de la résilience. Je pense, Nadine, là, on se dit pas que c'est de la résilience. C'est qu'on t'en maudit après quelque chose, ça marche pas comme on veut. Puis la décision qu'on a à prendre, c'est d'aller vers quelque chose qui nous appelle en dedans. Ma torieuse de résilience, je pense que c'est comme ça que je l'ai vécu. Et bon, les événements difficiles, c'est sûr, c'est d'aller à faire des choix au nom de ta réalisation personnelle. Ça veut donc dire que
ça nécessite de choisir, de prendre des grandes décisions par rapport à ses formations. Où est-ce que tu as envie d'aller étudier? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce que ce qui a été valorisé chez moi, ça a été beaucoup valorisé la maladie. Quand ça va pas, on est quelqu'un. Quand il y a la mort, on est quelqu'un. Mais moi, j'étais vivante, puis j'étais qui? Donc, je suis née dans des pertes de vie. C'est ça qui m'a amenée, je crois, aujourd'hui, parce qu'il y en a eu de nombreuses aujourd'hui. Je constate que il y a quelqu'un qui partait. Comment moi, je me sors de ça? Ben, je vais créer. Je me mettais à inventer le monde. Dans le temps, je créais des vêtements. J'ai été longtemps dans le design de mode, manufacturier, enseignant. J'avais compagnie 200 points de vente au Canada à 23 ans. Donc, il fallait que je sorte. Ma résilience était sûrement dans la création. Parce qu'aujourd'hui, elle est encore dans la création, la résilience, quand j'ai à vivre une difficulté encore aujourd'hui. Mm-hmm. J'aurais tendance à dire que c'est du chien que t'as en dedans, là, tu sais. Oui. Ouais, qui te dit, t'es né pour faire ça. Fais-le donc, ça. Puis laisse faire les autres. Mais ma foi, je me suis battue longtemps comme ça. Aïe, aïe, tu sais, je viens d'interroger un de mes leaders parce que je fais un article sur le leadership hautement humain. Il dit, c'est pas d'être quelqu'un d'autre, mais enfin, le processus de coaching, Martine, tu m'as amené à être 100% moi. Ben, c'est ça mon motif dans la vie. C'est être 100% moi, puis sinon 150% moi. C'est tout. Pas pour de l'ego. Parce que j'ai de quoi accomplir. Ça l'était ma résilience. J'ai de quoi accomplir, moi. J'ai de quoi accomplir, moi. C'est qui me parle? C'est qui me dit ça, là? Ben, moi, j'ai été mue d'un désir d'accomplir et c'est ça qui m'a tenue dans les grandes difficultés, les très grandes difficultés. Donc, tu as choisi d'être vivante, d'être parfaitement toi-même dans toutes tes imperfections, dans toutes nos imperfections. Et tu as choisi de briller. Tu as créé cette conférence « Briller pour inspirer ». C'est quoi ça? Ouais. Disons que briller, inspirer, ça s'est exprimé live comme ça en 48 heures. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Le fruit d'un cheminement, c'est sûr. Moi, je suis toujours en processus, je suis toujours en transformation. Et j'ai un monde intérieur qui m'anime beaucoup. Tant mieux, parce que tu vis mieux ta solitude quand tu es seul. Puis bon. Après coup, une fois que j'ai réalisé ce qu'il y avait là-dedans, que j'ai engagé ma graphiste pour faire tout le visuel, puis que j'ai travaillé avec les communications, une personne en marketing, qu'on a fait tout ça, puis je l'ai présenté, j'ai dit, ma foi, qu'est-ce qui s'est passé que ça s'est fait comme ça? C'est un traumatisme vraiment vécu à l'âge de 9 ans où j'ai été très affectée, moi, jeune, je le réalise aujourd'hui, par la détresse psychologique que je voyais chez les gens alentour de moi, dans ma famille immédiate. Des oncles, des tantes, et avait beaucoup de... Ça m'a aidé à me forger une grande empathie, mais mon Dieu que ça m'affectait. Et ce traumatisme-là fait que après coup, ça a fait, ben c'est pour ça qu'on t'a fait vivre ça. C'est pour que tu montes, donner de la vie aux gens, que tu leur dises que c'est possible d'aller au cœur de qui ils sont. Mais puis tu vois, ça a plein de sens. C'est une affaire qui se fait au quotidien. C'est pas une affaire qui est allée pêcher en quelque part. C'est qu'à chaque jour, tu peux le construire le meilleur de toi. Et c'est de l'espoir dans cette conférence-là. C'est la foi de croire. Puis là, j'ai un petit peu d'émotion, mais de croire qu'il est possible de s'accomplir et d'avoir une valeur pour la société, pour nos enfants, pour nos amis, nos conjoints aussi. J'aimerais ça que ça ne soit pas entendu comme de l'ego, parce qu'il y a tellement là-dedans de difficultés pour moi à, oui, briller pour être. C'est encore difficile. C'est pas évident, ça, là, Nadine. Ça se fait pas comme ça. C'était ma question suivante, Martine. Cette créativité-là, ce goût de vivre, de briller, de s'exprimer pleinement soi, ça vient aussi avec des grands doutes.
qu'est-ce que les autres vont en penser? Est-ce que j'ai vraiment le droit de faire ça? Il n'y a personne qui l'a fait. J'ai-tu le droit d'écrire ça? Tu sais que j'écris. C'est bon. Donc, on fait quoi avec ces doutes-là? Puis, c'est quoi le rapport avec la résilience de ces doutes qu'on vit? Et tellement beau, ça, comme question. J'espère que je vais pouvoir te répondre à la hauteur de ta belle question. Ouf! De ce que j'ai compris dans ces doutes-là, c'est qu'on nourrissait pas ce qui était vraiment notre grandeur d'âme. Tu sais, le doute est nécessaire pour nous faire monter sur la scène, pour nous amener à être un bel agent de changement, une belle. Mais en même temps, si on lui laisse trop de place, on fait rien. Mm-hmm. Puis, quand on le fait, on est toujours comme pas correct après. Puis de qu'est-ce qu'on a l'air? Moi, j'ai choisi de plus vivre avec de quoi ce que j'ai l'air. Ça m'a pris 50, plus de 50 ans, plus, à décider de vivre avec so what? J'y étais avec mon cœur. J'ai donné le meilleur de moi et je le fais toujours pour une chose, pour servir, être utile. Ça me suit tout le temps. Donc, j'ai nourri l'intention de la vie et j'ai mis l'énergie là. Hein, j'ai porté mon attention là où je me sentais tout le temps pleinement vivante et que ça faisait du sens pour moi et pour les autres. Comme je te dis, j'interroge des leaders de ce temps-ci après des processus puisque je leur pose 3 grandes questions. Puis ce qui sort là, je me dis, je suis juste un instrument, mais en quelque part, parce que j'ai nourri la vie, il y a eu de la vie qui s'est générée alentour de moi. Donc, mes doutes partent parce que je sens que l'effet multiplicateur que ça a pour les autres de prendre aussi leur place, ben que ça fait que peut-être que je fais faire des petits pas aux autres. La 10e de 12 enfants là, qui ne voulait pas prendre sa place, ça m'a-tu pris du temps à prendre ma place? Ben c'est sûr. Pourquoi prendre ma place quand les autres sont plus importants que moi? J'ai 1 an et demi, ma sœur meurt, elle est bien plus importante que moi. Elle vient de partir d'une malformation cardiaque. Aller prendre ma place là-dedans. Moi, elle est aimée. À 9 ans, une autre parle de la leucémie. Qu'est-ce que j'ai à prendre ma place là? Moi, elle est bien plus importante que moi. 9 mois de leucémie est partie. Donc, les âges critiques pour développer vraiment une sécurité affective, c'est le 18 premiers mois et 9 ans. Donc, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas, ça. Je ne l'avais pas. Et c'est bien le fun parce que j'ai bien des leaders qui ne l'ont pas non plus. Je constate qu'ils ont des postes d'exécutifs, des torieuses de job, mais au niveau sensoriel, au niveau émotionnel, là, des fois, ils ont l'âge de 15, 18, 20 ans. Et tant mieux parce que c'est ce que je leur amène, de l'intelligence relationnelle et émotionnelle. Puis c'est ça qu'ils ont besoin aujourd'hui dans notre... C'est leur tremplin aujourd'hui pour devenir des leaders qui vont se différencier parce qu'ils vont mieux comprendre les autres, etc. On ne partira pas un autre podcast là-dessus, mais je pourrais en dire l'autre. Donc, cette résilience, ouais, on en fera un autre, ça a été... puis après, ben, d'autres pertes, beaucoup d'autres pertes. Donc, les craintes, maintenant, je les regarde plus comme étant quelque chose qui est aussi concret que ma souris de mon ordinateur. Puis c'est quoi qu'il y a là-dedans? OK. C'est quoi le message que tu m'envoies? C'est ça? OK. Mais je fais tout ça, je fais pas. Donc, l'intuition est devenue la force suprême. L'intuition. Là, ta résilience est forte. Mais ton intuition, avant qu'elle devienne quelque chose de tangible, puis tu peux y croire, tu nages dans de l'eau trouble longtemps, ma chère, là. Pas sûr que la résilience, là, j'en ai pas sacré un tas de ma résilience, parce qu'il y a eu d'autres épreuves qui sont arrivées avec ça aussi, là. Oui. D'autres épreuves, dont un jour, la perte de mes 2 filles en même temps, donc des pertes humaines, là, j'en ai, bon. Peux-tu résumer ce que tu viens de dire comme un conseil que tu te donnerais ou tu donnerais à un jeune leader, une jeune leader pour croire en soi puis sans tomber dans l'arrogance? C'est intéressant, ça.
aussi. Parce qu'il y a de la détresse, beaucoup de détresse psychologique chez nos entrepreneurs, nos leaders. Et ne pas tomber dans l'arrogance, c'est intéressant aussi, parce qu'on a notre bout de chemin à faire pour pas être dans notre ego là-dedans. Parce que je peux me faire de l'ego, moi, d'avoir vécu ça. Oh mon Dieu, j'ai des peines, j'ai de l'ego. Non, mais ça sert à rien, ça. Le jeune leader, j'aurais envie de lui dire ce que moi, j'ai pas fait, j'ai pas su faire. Puis que j'ai encore de la misère à faire aujourd'hui. Je l'avoue, vraiment. C'est pour ça que je suis un petit peu nerveuse à faire cet entretien-là avec toi, Nadine. C'est ne pas rester seul avec ce qu'il vit. Trouver vraiment quelqu'un à qui parler. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose de moi qui était pas, que j'avoue aujourd'hui, je fais un aveu public, là, c'est, comment le dire, c'est s'éprouver devant les autres. Pas devant une personne, c'est pas ça pire, c'est prouver devant une personne. Mais c'est prouver devant un groupe, c'est prouver devant d'autres pairs, devant des leaders pour être quitté. Je me souviens d'une formation que j'ai faite il y a plusieurs années où on était un groupe, on finissait une grosse formation en coaching d'équipe. On était 9. Mon frère était mort la veille. Et un des leaders coach m'a dit, il a dit, là, j'ai dit, écoutez, je suis venue quand même, là, mais je dis, mon frère est mort cette nuit, tout ça. Et ils ont fait un petit colimaçon autour de moi, puis j'étais au centre, puis ils sont tous tournés pour me faire un gros hug affectif. J'en parle, puis je vous le dis, là, ça, c'est pas encore réglé chez moi, cet aspect de sentir que les autres peuvent être là pour moi. J'ai pas encore cette capacité de m'abandonner et de recevoir autant que, ouf. Donc, restez pas seul, trouvez la personne qui va vraiment, à qui vous allez être capable, vous allez transgresser vos limites pour vous éprouver à dire vraiment ce que vous vivez. Puis j'ai vraiment une grosse émotion parce que je me rappelle pas d'avoir, moi, partagé ma peine à 1 an et demi. À 3 ans et demi, quand j'étais à 9 ans, je me souviens pas si j'ai quelqu'un avec qui j'ai parlé de mes pertes. Je m'en souviens pas. Même pas dans ma famille, mes frères, mes sœurs. Les deuils, que ce soit un deuil familial, un deuil d'une séparation, d'un couple, n'importe quel deuil, ça crée quelque chose qu'on enfoui à l'intérieur de nous. Donc, faites ce que je dis, mais faites pas ce que j'ai fait. Hey, merci Martine de t'être ouverte comme ça à nous. J'en ai des frissons, des petits peu de larmes. Je vais changer le sujet. Martine, tu viens de faire une coécriture d'un livre. Peux-tu nous en parler un petit peu? Ben voilà, toute cette résilience-là aujourd'hui, le cadeau que j'ai, c'est que depuis quelques années, j'ai comme un goût d'écrire et je me faisais pas confiance là-dessus. Et je pensais pas que c'était quelque chose qui était possible pour moi, bien que j'écris depuis des années dans mon journal et puis j'écris. Et depuis 2 ans, je suis étonnée de voir tout ce qui émane finalement de moi avec et le livre coécrit avec 14 autres master coachs, l'art et la pratique du coaching professionnel, qui est sorti, je l'ai eu entre les mains lundi, moi, cette semaine, édité par Les Valeurs d'Avenir, donc c'est en France. La plupart de nos collègues sont dans des pays européens et 3 collègues ici, dont je fais partie, nous avons participé à la coécriture. Donc, un livre qui, pour moi, ce chapitre qui est leader de soi d'abord, à travers ça, quelqu'un qui a écouté aujourd'hui le podcast va comprendre avec les références que j'ai mis que tout l'aspect très intrinsèque du leader, l'ontologie du leader, le leader qui veut vraiment aller chercher un leadership hautement humain, il va comprendre le sens de mon propos, il va avoir un outil là-dedans pour lui se doter d'une belle fibre tu sais, sa toile d'excellence, sa fibre de leader, où est-ce que lui va se sentir en phase, en harmonie, en cohérence et aligné avec son être, tout son être. C'est ça qui se dégage dans Leader de soi d'abord. Et le livre est presque écrit, mais là, c'est une partie du chapitre, c'est un chapitre qui est là-dedans.
probablement qu'on va cerner pas mal on va faire des liens avec notre entretien aujourd'hui. Ce que tu es venu chercher pas mal. Mais ce que j'entends, Martine, c'est ce chapitre que tu as écrit est très aligné avec la mission que tu t'es donnée. Oui, de créer des leaders hautement humains, de les amener à déployer vraiment, d'influencer par qui ils sont avant les résultats. Et de surcroît, je les vois aller, là, ça gère des 100, 200, 300 employés. Les résultats arrivent, ça retentit, ça rebondit. Pourquoi? Parce qu'ils ont multiplié tout ce qu'ils avaient de beau et de grand. Ils l'ont amplifié, ils l'ont maximisé et ils ont développé eux aussi beaucoup leur courage managérial, leur résilience, leur joie de vivre. Donc aujourd'hui, comment en vouloir avec le peu de choses que je t'ai dites au niveau des épreuves, comment en vouloir à ça? Non, c'est un cadeau. C'est merci la vie. Sauf que tu ne me feras plus retourner en arrière, par exemple. Aha. Ni mon frère, ma soeur, ni mon père, ben là, ils sont plus là, mais ni la... Non, je ne retourne plus. Nelson Mandela dit, va pas derrière. Ne va pas derrière. C'est pas là que tu vas. Et la dernière que j'ai perdue, c'est une femme que j'ai accompagnée de présidente abattante 10 ans. Et quand elle est partie l'été dernier, j'ai dit, tu es en train de me dire, ma belle Martine, tu regardes par en avant? Donc, j'ai eu du mal à laisser mon passé derrière. Donc, si vous êtes capable d'arrêter de faire des histoires avec vos histoires, c'était long pour moi d'arrêter de faire des histoires avec mes histoires parce que je pensais que c'était impossible pour moi d'aller de l'avant comme ça. Ben là, j'y vais de l'avant. Et c'est ça, le briller inspiré, c'est juste ça. Voilà. Donc, notre histoire a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui, mais on n'a pas besoin de continuer à se la raconter, cette histoire. Puis de l'enjoliver, puis d'en mettre, puis d'en mettre, puis d'en remettre, puis d'en rajouter. Comme coach, c'est pas notre rôle. Notre rôle, hein, tu le sais, Nadine. J'ai une dernière question pour toi. Oh oui, vas-y. Tu as parlé de détresse humaine et on le sait, c'est partout dans nos entreprises. C'est un fléau. Les leaders que tu accompagnes, ils doivent le vivre, le constater également. Et j'aurais tendance à penser probablement qu'ils se bâtissent un mur pour se protéger de cette détresse humaine-là. Comment tu abordes ça avec eux? Trop intéressant. Il y a 10 ans, j'ai dit, je vais écrire sur la solitude des leaders. Ça fait 15 ans que je coach. Fait que ça s'en vient, ça aussi. C'est tellement présent, la solitude. Il n'y a pas un leader que j'ai accompagné que je n'ai pas vu. Et on n'a pas été chercher un peu de ce qu'il y avait là-dedans. Ça vient avec la responsabilité du rôle. Que tu sois un entrepreneur de petite entreprise, moyenne entreprise ou le grand leader d'une grande entreprise, peu importe, ça a la même texture, ça parle des mêmes mots, ça parle de la même affaire. Je l'aborde de façon très parcimonieuse et très délicate parce que on rentre dans quelque chose où on peut ouvrir toute une boîte de Pandore aussi. Mais forcément que dès le moment où le leader, j'y fais mettre quelques mots, une image de ce que ça représente pour lui et qu'on transforme ça comme étant quelque chose qui finalement peut devenir son leitmotiv parce qu'il a à faire, lui, sa différence dans le monde, ça transforme complètement sa souffrance intrinsèque de sa solitude à qui il ne peut pas parler. Même pas leur conjointe. Ils n'en parlent pas. Or, un jour, je vais peut-être juste accompagner les gens à faire des passages, avoir perdu 14 personnes dans ma vie, 7 dans ma famille, je peux dire que faire des passages, c'est aisé pour moi. Donc, faire le passage du leader, un leader résilient, un leader qui assume sa responsabilité d'être humain, c'est comment assumer sa responsabilité, son devoir d'être humain, qui nous sort de notre solitude, parce que la solitude est intrinsèque. C'est un vécu très solitaire, tout le monde la vit. Alors, le leader finit par se rendre compte, ben peut-être que mes employés en vivent aussi de la solitude. Peut-être que les autres aussi. Alors, on dégraisse le cochon un peu, dans le sens qu'on ramène ça à quelque chose de plus terre à terre. Parce que plus on grossit quelque chose, plus ça devient gros. Et ça prend de la place. Ça prend une autre forme
de dire, ah, moi aussi, peut-être que j'ai avantage à me confier, puis à plus dire qui je suis, la solitude, elle va être bien moins lourde. C'est ça qui arrive. Ils en parlent un peu et ça atténue, ça allège, ça allège. Et ça permet d'avoir un leadership plus fluide, plus agile. Plus humain. Et plus humain, c'est ça, hautement humain. Nouveau branding d'Emergence Leadership, hautement humain. Wow! Merci beaucoup, Martine. Ça a été très intéressant d'entendre tes propos. Je te remercie d'avoir été avec nous. Je remercie également nos auditeurs d'avoir pris le temps de nous écouter jusqu'au bout. Veux-tu ajouter un dernier mot? Ben, que c'est assez déstabilisant de s'ouvrir comme ça, mais si tu es avec une personne comme Nadine, avec laquelle j'ai cliqué tout de suite la première fois que je l'ai vue il y a plusieurs années, ben, qu'on peut réussir à faire le passage. Merci beaucoup, Martine. À la prochaine. Merci, bye bye.